Mania... Je pense que c'est le seul être humain à avoir vu ce film. Je suis sûre que personne, tout le monde te dira je ne connais pas ce film, il n'y a que toi qui as vu ça. Hello and welcome to Primetime Bitch. On arrive bientôt à la moitié du calendrier et pour ce 14e jour, nous allons traiter d'un thème proposé par Jude Melon, les Universal Monsters. Et puisque ma carte blanche du jour va vous faire un tour d'horizon sur les Universal Monsters et qu'elle maîtrise bien mieux le sujet que moi, j'ai décidé de revenir sur les 3 films qui m'ont fait découvrir les Universal Monsters lorsque j'étais enfant. Et oui, désolé de vous le dire, mes débuts n'ont pas été bercés par des classiques en noir et blanc, mais bel et bien par des relectures made in 90 de ces monstres cultes de la pop culture. Le premier Universal Monsters que j'ai découvert, du moins sa relecture, c'est L'Homme Invisible avec sa version de John Carpenter sortie en 92 sous le titre Les Aventures d'un Homme Invisible, adapté d'après le roman de Harry F. Saints, Mémoire d'un Homme Invisible. Cette nouvelle version de John Carpenter reprendra bien la figure mythique de l'homme invisible, mais elle n'est pas adaptée d'après le roman de H.G. Wells. En ce sens, elle diffère du long métrage des années 30. Disons que celle de Carpenter est une version tout public de l'homme invisible, quoi. Je vous laisse donc imaginer ma stupeur lorsque j'ai découvert pour la première fois L'Homme Invisible de James Whale. Non, L'Homme Invisible n'était donc pas un film fantastique teinté de romance, mais bel et bien un film d'horreur. Passé cette découverte, j'avoue que c'est une véritable claque visuelle que je me suis prise au passage. Les aventures d'un homme invisible comptent les mésaventures du solitaire et égocentrique Nick Holloway. Véritable tombeur, Nick est trader de jour tandis que la nuit il traîne avec ses amis. Un jour, alors que Nick pique une sieste dans un sauna situé dans la tour du laboratoire de recherche de Maniascopie car il a trop abusé la veille, il se retrouve en plein cœur d'une explosion. Nick se réveille alors dans une tour à moitié visible tandis qu'il est lui-même devenu invisible. Il tentera alors par tous les moyens de redevenir visible aux yeux des hommes tandis qu'il sera pourchassé par un Sam Neill bien vénère. Très vite, il se rendra compte qu'il était déjà invisible aux yeux de son entourage bien avant cet accident et qu'il ne peut compter sur personne, sauf peut-être sa dernière conquête, Alice Munro. Qui est-ce? C'est Nick. Nick Holloway. Vous vous souvenez de moi? Nick Holloway? C'est un canular? Écoutez, vous me jurez de ne rien dire à personne. Je suis dans la grande villa grise, au fond de la plage. Je laisserai la porte ouverte. Ici, le long métrage de John Carpenter renverse les codes du trouble de l'invisibilité. Car oui, Nick ne verra jamais son invisibilité comme un pouvoir et tentera par tous les moyens d'être vu et reconnu par ses pairs. Il ne deviendra pas un dangereux psychopathe, voyeur, comme dans la version de Paul Verhoeven, mais un être vulnérable. Nick veut être vu, il n'existe que parce qu'il est vu et reconnu par ses pairs. Ainsi, il devra faire face à sa nouvelle condition, et c'est cette vulnérabilité qui le poussera à s'ouvrir vraiment, et par la même occasion à trouver l'amour. Le long métrage nous offre en effet une seconde partie bien plus rose bonbon et douce qui dénote avec la première partie du film. Qu'est-ce qui m'arrive? Non. C'est magnifique. Une première partie qui dépeint Nick comme un homme solitaire, un peu maladroit, qui tente de fuir une bande de scientifiques véreux, qui ne veulent qu'une chose, étouffer l'affaire et l'étudier sous toutes les coutures. Ainsi, tout n'est que complot et paranoïa dans cette première partie. Le tout porté par un duo Sam Neill, Chevy Chase assez incroyable. Si je n'ai pas besoin de vous présenter Sam Neill, vous connaissez probablement Chevy Chase, qui était une énorme star lors de la sortie du film, mais aussi aujourd'hui pour son rôle dans Community, ou encore la franchise des Bonjour les vacances. Ce qui est vraiment fascinant avec la figure de l'homme invisible, c'est qu'elle a su évoluer au fil des décennies. D'un scientifique fou à un homme maladroit victime d'une expérience qui tourne mal, au tueur fou jusqu'au dangereux psychopathe abusif, tout y passe. J'ai d'ailleurs pour projet de faire une vidéo sur les différentes facettes de l'homme invisible tant je trouve cette figure du cinéma fascinante. Les aventures d'un homme invisible questionnent quant à lui la notion d'invisibilité. Nick était déjà invisible avant même de devenir invisible. Il s'est tellement façonné selon un moule préconçu, une image que la société avait de lui, qu'il est un être parmi tant d'autres. Et il se noie ainsi dans la masse. Enfin, la version de John Carpenter est loin d'être la plus réussie des adaptations de L'Homme Invisible. Mais elle a tout de même marqué mon enfance. Et bien que le film soit signé John Carpenter, il n'a pas du tout fonctionné à sa sortie. Au point où Carpenter n'a plus vraiment assumé la paternité du long métrage, qui avait effectivement tout d'un film de commande. Un tollé qui s'explique en partie car le film oscille entre les genres tout en ayant vraiment du mal à trouver un rythme. Et surtout à faire des choix. Malgré ça, j'ai beaucoup d'amour pour ce film, même si la nostalgie est pour beaucoup dans mon ressenti. Enchaînons avec un film qui a fait toute mon enfance, et même probablement le long métrage qui a engendré mon attrait pour l'histoire de l'art, au point où ça a impacté mon cursus scolaire. Il s'agit de La Momie, sorti en 99 et réalisé par Stephen Sommers. Au début des années 90, La Momie était initialement prévue comme un film gore à petit budget chapeauté par Romero. Malheureusement, le projet ne vit jamais le jour et les propositions de réal s'enchaînaient sans aboutir. Des grands noms furent approchés tels que Wes Craven, non, je ne fais pas exprès vraiment, ou encore Mick Garris. Mais c'est finalement Stephen Sommers et sa version Indiana Jones du projet qui furent choisis. Le film fut alors mis en projet et passa d'un budget de 15 à 80 millions.
Ouais, pas mal quand même. La momie suit notre fine équipe, Jonathan, Rick et Evie, alors qu'ils ramènent du monde des morts la momie du prêtre Imhotep en lisant le livre des morts. Le livre des morts. Vous êtes sûr de vouloir l'ouvrir? Ce n'est qu'un livre. Quel mal y a-t-il à lire un livre? Imhotep avait subi une punition et était voué à rester entre la vie et la mort. Une fois réveillé, il sera bien décidé à reprendre le pouvoir, mais aussi à faire revenir à la vie sa chère et tendre, la princesse Anck-su-namun. La momie est en colère, elle n'a aucune pitié et elle compte bien faire souffrir tous ceux qui croisent son chemin. Le tout à travers des mises à mort pour le moins cruelles. Le long métrage de Steven Sommers est un film culte pour toute une génération, mais aussi un long métrage qui a pas mal fait rêver et frissonner les enfants et ados des années 90. En effet, La momie est l'un des premiers films horrifiques que j'ai visionné avec Le vaisseau de l'angoisse. Le long métrage se définit comme un film d'aventure fantastique, mais il a cependant quelques scènes qui tendent vers l'horreur et sauront ravir les fans de genre. Et notamment les scènes de transformation de la momie ou encore les mises à mort, bon, même si les effets ont aujourd'hui pris un petit coup de vieux. Honnêtement, j'ai eu de sacrées frissons devant ces scènes lorsque j'étais enfant. Mais outre quelques frayeurs, la momie c'était aussi l'une des premières fois que je découvrais un personnage féminin qui n'était pas seulement le love interest, mais qui avait aussi un véritable rôle et apporté au récit. Alors oui, la relation entre Rick et Evie est tout de même reprise sur le modèle des films Indiana Jones, mais il y a du mieux. Oui, Evie est le love interest de Rick et de la momie, et il s'agit de la sauver à la fin du long métrage. Mais c'est aussi un personnage téméraire qui, sous ses airs de bibliothécaire timide, s'avère être le moteur de ce trio infernal. Et avec son frère Jonathan et Rick O'Connell, ils formeront une sacrée équipe. À eux trois, ils forment un mix entre le téméraire aventurier, la timide intello et le lâche dans un fragile mais efficace équilibre. Quant au duo amoureux, il ne sera pas sans rappeler la dynamique entre Anastasia et Dimitri dans le dessin animé Anastasia sorti 2 ans plus tôt. Bon, et soyons francs, j'avais aussi un petit crush pour Brendan Fraser, qui est instantanément devenu l'un de mes acteurs favoris, des Georges de la Jungle en passant par le très bon mais méconnu Monkey Bone. Le casting compte aussi Jonathan Hyde dans le rôle du docteur Allen Chamberlain, un acteur qui sera toujours Cadbury dans Richie Rich pour moi. Enfin, La momie est un film popcorn jouissif qui n'a rien à envier aux productions du genre. C'est l'une des meilleures relectures récentes du monstre de la momie, et je ne m'en lasserai jamais. Alors foncez suivre les aventures de notre trio, vous ne serez pas déçus. La trilogie de la momie est sortie dans un coffret Steelbook Blu-ray avec de nombreux bonus, alors foncez. Et enfin, passons au dernier film de la sélection. J'aimerais vous dire que j'ai découvert la créature de Frankenstein grâce à un grand classique du cinéma d'horreur, ou par une série méta incroyable, mais la première fois que j'ai vu le monstre de Frankenstein, c'était dans Frankenstein tombeur de la fac, sorti en 91 et réalisé par Tom Shadyac. Oui, il faut bien commencer quelque part, non? Frankenstein tombeur de la fac est un DTV, le premier long métrage de son réalisateur, qui est notamment connu pour des films tels que Menteur Menteur ou encore Bruce Tout-Puissant. Dans ce long métrage, il transpose le récit de Mary Shelley dans un teen movie nanardesque aux airs de Parker Lewis, ce qui n'est pas pour me déplaire. Trop hard? Ouais. Marc? Quoi? Frankenstein tombeur de la fac suit Jay, un étudiant brillant et nonchalant, interprété par William Rydale, que vous avez sûrement vu dans le cultissime Vampire vous avez dit vampire. À la mort de son professeur favori, Jay et son ami Mark vont tomber sur ses mystérieuses recherches, et notamment le monstre qu'il était en train de ramener à la vie, Frankenstein, et ce bien sûr avant de lui-même rendre l'âme. Et à la manière de Jay et Gary dans Une créature de rêve, nos deux ados vont se retrouver dans des situations incongrues qui les dépassent totalement. Jay et Mark ne seront pas non plus sans rappeler le duo de réanimateurs avec l'étudiant brillant mais sans limites et son ami bien plus raisonné et terre à terre. Sauf qu'ici, le fameux monstre ne sera pas synonyme de peur, mais il deviendra le plus populaire de la fac. Et comme son titre l'indique, un vrai tombeur. Ici, Frankenstein tombeur de la fac est un long métrage qui lorgne totalement du côté du Young Frankenstein de Mel Brooks. Et ce, tout en faisant le plein de sébum, mais aussi en proposant une version bien plus édulcorée adaptée à un public plus jeune. Le tout en nous offrant des scènes de relooking comme j'adore.
J'ai découvert ce film un peu par hasard lorsque j'étais enfant dans la collection de VHS de mes parents et j'adorais le visionner à chaque Halloween. J'ai encore beaucoup de tendresse pour ce long métrage et même si j'ai conscience qu'il a tout d'un DTV Disney Channel. Heureusement pour moi, j'adore les DTV Disney Channel. Frankenstein tombeur de la fac n'est jamais sorti en Blu-ray en France, et il est plutôt rare. Mais si vous mettez la main dessus et que vous voulez vous faire un petit plaisir coupable, le long métrage de Tom Shadyac est fait pour vous. Préparons-nous à vivre une page d'histoire. Il est temps à présent de passer à la carte blanche du jour. Aujourd'hui, c'est au tour de la grande entrée de vous proposer sa carte blanche. Ah, enfin la saison d'Halloween est de retour, et avec elle, le calendrier de Welcome Primetime Beach, ce qui me fait une double raison de me réjouir. Merci encore Mylène pour cette invitation, surtout pour pouvoir parler d'une de mes sagas préférées, les monstres Universal. C'est la quintessence du genre, vous connaissez forcément toutes ces créatures, et même si vous n'avez pas nécessairement vu les premiers films qui les mettent en scène, vous savez à peu près tous à quoi ils ressemblent. Le cinéma d'horreur est un genre aujourd'hui très vaste et l'un des plus largement produits de par le monde, mais tout ceci repose sur une base très spécifique et concrète, qui trouve d'abord son origine dans le cinéma expressionniste allemand du début des années 1920, avec le cabinet du docteur Caligari, le Nosferatu de Murnau, et la littérature gothique des 18e et 19e siècles. Des références européennes qui motivent les studios américains, dont Universal Studios, à reprendre la formule dès 1923 avec Le Bossu de Notre-Dame, suivi 2 ans plus tard du Fantôme de l'Opéra, 2 films muets inspirés de grands classiques de la littérature française et mettant en scène des monstres ici interprétés par l'inimitable Lon Chaney, qui fabriquait lui-même ses maquillages de A à Z. On ne parle alors pas spécifiquement de films d'horreur, le genre n'existe pas spécialement en tant que tel. Karl Laemmle, le patron du studio, y voit avant toute chose des adaptations de prestigieux et respectables ouvrages de fiction. Le sensationnalisme qu'il véhicule auprès du public entraîne toutefois la production d'autres films portés sur le suspense et la force du maquillage, comme L'Homme qui rit, à nouveau dérivé de Victor Hugo. Bien que produits par Universal, ces longs métrages au succès isolé ne sont pas encore une marque de fabrique. C'est à l'aube des années 1930, quand le fils du patron, Karl Laemmle Jr., âgé de 20 ans seulement, reprend la tête d'Universal que la donne va changer, et ainsi métamorphoser le visage même du cinéma et du divertissement avec un tout premier film, Dracula de Todd Browning avec Bela Lugosi. I am Dracula. Nous sommes alors aux États-Unis dans un contexte très spécifique. La crise économique de 1929 bat son plein et laisse des séquelles à travers tout le pays. Pour pallier à d'éventuels soucis financiers en devenir, Karl Laemmle Jr. suggère alors de produire de nouveaux films de monstres qui rencontrent un certain succès auprès d'un large public, en particulier auprès des jeunes spectateurs. Papa Laemmle, de son côté, n'est pas tout à fait emballé, mais en promettant de conserver l'idée d'adapter des classiques de la littérature, le fiston au nez creux obtient gain de cause, et heureusement. Dracula remporte un succès colossal, en particulier grâce à son interprète, le légendaire Bela Lugosi, qui avait déjà incarné le personnage plus de 100 fois sur les planches de Broadway. La prestation du comédien, associée à son costume et son maintien, devient alors indissociable de l'image que l'on se fait d'un vampire, et ce, aujourd'hui encore. Cette image carbone imprégnera également l'imaginaire collectif avec le film suivant, produit dans le giron du succès du précédent film, le Frankenstein de James Whale. Le monstre, qui est incarné par Boris Karloff, à la fois effrayant et terriblement attachant comme le serait un enfant perdu, depuis entré dans la légende grâce au maquillage saisissant signé Jack Pierce, deviendra une icône absolue de la culture populaire, et tellement célèbre que le public finira par le baptiser Frankenstein, alors qu'il s'agit en réalité du nom du savant responsable de sa création. Je suis certain que beaucoup parmi vous font encore aujourd'hui ce malheureux amalgame, et si je vous demande de me dessiner Frankenstein, il y a de fortes chances que celui-ci ressemble à ça. Boris Karloff et Lugosi deviennent dès lors des visages incontournables de ce qu'on appelle maintenant les Monsters Movie, et les deux comédiens au physique si spécifique enchaînent les propositions, entre autres chez Universal, dans d'autres adaptations littéraires adaptées d'écrits d'Edgar Allan Poe ou de H.G. Wells. Le nouveau gros succès, en revanche, vient de La Momie, avec Boris Karloff, qui prend ici des airs de romance fantastique et tragique à travers le temps. De son côté, le réalisateur de Frankenstein, le talentueux James Whale, est lui aussi très plébiscité, réalisant coup sur coup la comédie d'horreur gothique The Old Dark House, L'Homme Invisible d'après H.G. Wells, révolutionnaire pour ses effets spéciaux, et, plus notablement, La Fiancée de Frankenstein, une suite inédite au premier et unanimement considérée comme supérieure à l'original, comme étant également l'exploit de donner naissance à une autre icône, la célèbre Bride, pourtant uniquement présente le temps d'une seule scène sous les traits de la comédienne Elsa Lanchester.
The Bride of Frankenstein. Et oui, ces films remportent un tel succès que Karl Hemmel Jr. décide, chose très rare à l'époque, de capitaliser sur la production de suites, qui vont, au fil des ans, plus ou moins décliner en qualité, même si certaines proposent de véritables pépites. Citons notamment La fille de Dracula, de Lambert Illier, brillamment portée par la charismatique Gloria Holden, et qui, grande première, effleurera la possibilité d'un personnage central bisexuel, Le fils de Frankenstein, en 1939, dernier film où Karloff endossera le costume du monstre, dont la somptueuse esthétique emprunte à l'expressionnisme et offre aussi à Bela Lugosi une de ses meilleures prestations dans le rôle de l'assistant Igor, ou encore The Invisible Man Returns, avec, dans le rôle central, une future star de la prochaine génération d'horreur au cinéma, le seul et unique Vincent Price. Allow me to introduce myself. I'm the Invisible Man. Les monstres Universal fonctionnent alors auprès du public comme une licence, même si pas officiellement. Les films ne seront rassemblés sous cette appellation qu'après la fin de l'horreur de gloire, dans les années 50, pour leur diffusion sous forme de bouquets par des chaînes de télévision. Par logique commerciale, le studio produit des suites afin de répondre à une demande. Un comble de capitalisme quand on sait que, jusque-là, les monstres, comme Dracula, ce richissime étranger venu d'Europe de l'Est, le monstre de Frankenstein, pauvre et laissé pour compte par le progrès et autres savants fous démiurges, étaient en substance les reflets des inquiétudes propres à une époque fortement troublée par la crise économique. Toutefois, à partir de 1939, arrive un nouveau genre de crise. La Seconde Guerre mondiale. Conséquence de quoi, les films de monstres et même le cinéma de manière générale vont se retrouver confrontés à une certaine morosité. Le studio capitalise alors à fond sur les suites pour motiver les spectateurs à revenir en salle. Ainsi, on décompte pas moins de 4 séquelles à la momie entre 1941 et 1944, des films d'aventure fantastiques au charme aussi désuet que les intrigues sont boiteuses, une nouvelle version chantée du fantôme de l'opéra, avec Claude Rains qui jouait le personnage titre de l'homme invisible. Le dit homme invisible, lui, change d'identité de film en film pour servir des intrigues de propagande de guerre, et un nouveau volet de Dracula, le fils de Dracula, voit le jour, avec cette fois, dans le rôle du vampire, le comédien Lon Chaney Jr., fils du comédien aux 1000 visages précité. Et c'est d'ailleurs grâce au succès du film culte Le Loup-garou, que ce dernier porte sur ses épaules en 1941, que les monstres Universal ajoutent non seulement un nouveau visage à leur galerie, après une vaine tentative lycanthrope en 1935 avec Le Monstre de Londres, mais aussi que le tiroir-caisse du studio reste à flot. Un véritable coup de maître, d'autant que le monstre titre n'est cette fois-ci plus tiré d'une source littéraire, mais de croyances folkloriques diverses, qui vont servir à établir des règles en vigueur concernant le loup-garou au cinéma par la suite. Et oui, avant les monstres Universal, les loups-garous qui ne se changeaient en monstres qu'à la pleine lune, ça n'existait pas. Ce superbe film de George Wagner est alors écrit par Kurt Siodmak, scénariste d'origine juive ayant fui l'Allemagne antisémite pour émigrer aux États-Unis, d'où découle dans le film un héros exilé, tragique et dont la malédiction prend la forme d'une étoile. Chez Universal, sachez-le, un film de monstre, ce n'est jamais seulement qu'un film de monstre. Whoever is bitten by a werewolf and lives becomes a werewolf himself. Pour capitaliser encore davantage sur ce succès, Universal Studios prend un pari sans commune mesure, faire s'affronter deux de leurs créatures maison dans un seul et même film. Ainsi, le loup-garou et le monstre de Frankenstein s'opposeront dans Frankenstein rencontre le loup-garou en 1942, un succès qui entraînera de nouvelles confrontations entre créatures issues de divers films dans La Maison de Frankenstein, puis La Maison de Dracula. Des mash-ups complètement précurseurs qui font que, sans les Universal Monsters, le Marvel Cinematic Universe ne serait probablement jamais né. La formule séduit suffisamment, mais les monstres Universal, maintenant bien connus du public, ne sont plus porteurs de frissons. Le symptôme de cette lassitude des monstres s'incarne en 1948 dans le nouveau film d'Universal, Deux Nigauds contre Frankenstein, où le duo comique formé par Bud Abbott et Lou Costello se retrouve confronté, au milieu d'une multitude de gags, à une nouvelle réunion de monstres, incluant le loup-garou de Lon Chaney Jr., le monstre de Frankenstein, incarné depuis déjà 3 films par Glenn Strange, et au conte Dracula, joué par Bela Lugosi en fin de retour. Bien qu'éloigné de la volonté de départ des studios, le concept fonctionne si bien qu'Abbott et Costello se confronteront par la suite à d'autres créatures du cru, comme la momie ou l'homme invisible. Alright boys, let's go. L'ultime rebond d'horreur des studios Universal arrivera toutefois en 1954 avec la sortie de L'étrange créature du lac noir, dernier ajout à une galerie de créatures maintenant mythiques, plus en rapport avec la mode du moment aux États-Unis que sont les monstres surgis du fond des âges. Dans cet environnement non plus gothique mais tropical, le monstre du titre, création de la designeuse Millicent Patrick, repousse encore les limites de maquillage et instaure à nouveau un modèle d'antagoniste pathétique et solitaire pour qui le spectateur, à l'instar de Marilyn Monroe dans 7 ans de réflexion, prendra parti. Didn't you just love the picture?
I did. But I just felt so sorry for the creature. At the end. Sorry for the creature? Why'd you want him to marry the girl? He was kind of scary looking, but he wasn't really all bad. I think he just craved a little affection. You know, a sense of being loved and needed and wanted. La créature du lac noir se déclinera sur 2 suites, dont l'une offrira à Clint Eastwood un de ses tout premiers rôles, puis les monstres Universal finiront par s'incliner devant les nouvelles normes de divertissement et retourneront à la tombe, d'où ils continueront malgré tout à hanter les esprits, jusqu'à ce que l'avènement du petit écran dans les salons ne les ramène encore une fois à la vie pour influencer l'imaginaire de nouvelles générations. Alive! It's alive! It's alive! It's been so long. Pick up, old friend. It is our time. It's alive. You're alive! You made it! You're alive! I will kill all of you! They did the monster mash, the monster mash. It was a graveyard smash. They did the mash. It caught on. My name is Dracula. I am Count Dracula. I am Count... Dracula. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on regarde, on ne se débarrasse pas d'un classique. La preuve en est que presque aucune des redites d'Universal Monsters sur grand écran n'est parvenue à éclipser le film d'époque, que ce soit en termes d'imagerie ou de message. Et pour citer une certaine Final Girl, qui, je le sais, ne manquera pas de réjouir mon hôtesse du jour, on ne déconne pas avec l'original. Pour cette nouvelle fête du potiron, croyez-moi, trouvez-vous un moment pour vous diffuser un bon Universal Monsters. Même en fond sonore, niveau ambiance, ça a pas son pareil. Joyeux Halloween tout le monde! Merci beaucoup La Grande Entrée pour cette carte blanche, je vous mets le lien vers sa chaîne en description. N'oubliez pas que si vous souhaitez soutenir la chaîne, j'ai une page Tipeee. N'hésitez pas à me taguer avec le hashtag Welcome to Halloween Mood 2023, et moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Faites de mauvais rêves mes petites cools.